Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous! Pourquoi tant de haine? Bonjour chers auditeurs, Paul Verbeek à l'antenne de RFM pour une nouvelle édition de Pourquoi tant de haine? Émission anniversaire car il y a quelques jours, le 22 novembre 2023, nous commémorions les 60 ans de la mort de John Fitzgerald Kennedy. Le fait est que la contradiction semble insurmontable entre l'image du président américain jeune, moderne, gentil, bien propre à être vendu dans les médias comme une idole bien pensante, et ce que révèlent aujourd'hui les chercheurs les mieux documentés au sujet de son rôle réel dans la politique américaine à l'égard du Proche-Orient notamment. On évoquait bien des zones d'ombre, réelles ou fantasmées, lien avec la mafia, rôle du père de John Fitzgerald Kennedy. Et si les zones d'ombre étaient celles qui pourraient justement mettre le personnage de Kennedy dans sa vraie lumière? Son assassinat ne fait pas exception. Un récit officiel, vite démonétisé, se voit remplacé par une pléthore de théories alternatives. Des récits qui sont des leurs et d'autres pistes qui pourraient être plus sérieuses. Pour évoquer la plus sérieuse d'entre elles, nos invités ce soir pour cette émission sont Laurent Guyénot, ingénieur, historien et auteur notamment du livre Qui a maudit les Kennedy, disponible aux éditions Contre-Culture, et le général Dominique Delavarde, ancien chef situation renseignement, guerre électronique, à l'état-major interarmé de planification opérationnelle. Mon général, bonsoir. Vous souhaitez ajouter quelque chose à cette présentation? Bonsoir, non, c'est parfait. C'est parfait. Bonsoir Laurent, quelque chose à ajouter à ces mots de présentation? Non, allons-y. Alors, peut-être pour démarrer, disons, planter le décor, indiquer un peu l'importance du sujet. Pourquoi évoquer 60 ans plus tard cet événement? Quelle place pensez-vous qu'il occupe? Quelle est son importance pour, faire élever le niveau de conscience de nos contemporains? D'évoquer l'assassinat de Kennedy. Jean Guyénot, peut-être? Bon, allez-y, général, allez-y. Oui, non. Pour moi, je considère que cet événement a été certainement le plus important depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans l'histoire géopolitique mondiale. Il a complètement changé les règles de cette politique et il a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, cet événement est plus important que l'effondrement des tours en 2001, le 9/11. C'est plus important que l'effondrement de l'Union soviétique et c'est plus important que les événements que nous connaissons aujourd'hui, que ce soit en Ukraine et en Palestine. Parce que pour moi, cet assassinat de Kennedy est celui qui a déclenché tout ça, qui a changé le monde de manière durable. Et je vais tenter d'expliquer ça en deux mots. Ce qui a changé le monde, c'est pas tellement l'assassinat de Kennedy, c'est surtout l'arrivée au pouvoir de son successeur, c'est-à-dire Lyndon Baines Johnson. Ce président a changé la donne parce que c'était un Saiyan. C'était un homme qui avait été prépositionné dans le poste de vice-président pour aider Israël et pour, le cas échéant, qui s'est produit, remplacer le président en place, Kennedy. Ce président a changé la donne parce que Kennedy, comme vous l'avez indiqué, c'était plutôt un homme pacifiste, quelqu'un qui voulait s'occuper de son pays et qui n'aimait pas trop la guerre et qui n'aimait pas trop les ingérences dans les affaires des autres. Sa disparition a changé complètement la donne, c'est-à-dire qu'on a eu un président qui, au contraire, a été un président que je qualifierais de guerrier, puisqu'il a continué, il a poursuivi la guerre du Vietnam que Kennedy souhaitait arrêter très vite. Kennedy souhaitait l'arrêter en 65, et lui, il l'a poursuivi pendant 12 ans. Il a été également un président guerrier dans la mesure où il a soutenu
l'État d'Israël dans son armement, dans sa montée en puissance et dans ses conquêtes. Il lui a permis en particulier, il a donné le feu vert de la guerre de 67 et qui a été le prélude à d'autres guerres après. Donc, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, que ce soit dans le monde, il y a eu une prise de pouvoir des relais d'Israël en Amérique, une prise de pouvoir progressive, parce que tout simplement, Johnson était un Sayan, c'est-à-dire un juif inséré dans la société américaine qui a aidé Israël. Alors c'est assez peu connu que le président Johnson était juif, mais il était juif par sa mère, qui s'appelait Rebecca Baines et qui descendait d'une immigration juive allemande. Et il avait beaucoup aidé avant son accession à la vice-présidence, il avait déjà beaucoup aidé Israël, et même avant la création de l'État d'Israël, il avait aidé les Juifs qui souhaitaient immigrer aux États-Unis. Donc, il avait déjà donné de nombreux signes d'appui à la communauté juive en général, américaine, et à l'État d'Israël. Et là, il a changé complètement la donne et il a livré son pays. Alors, il a été aussi le président qui était en place au moment où le néoconservatisme est né. Et l'ambiance qu'il avait créée aux USA, une ambiance très favorable à Israël, a certainement aidé ce courant néoconservateur à naître et à s'épanouir dans toutes les administrations américaines successives, au point d'arriver aujourd'hui, en 2023, à truster quasiment tous les postes clés de l'administration américaine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les postes clés, et je veux parler en particulier du ministère des Affaires étrangères, où sur plusieurs couches, vous avez des Sayanim qui occupent les fonctions et qui aident beaucoup Israël. Vous avez la même chose au secrétariat au Trésor avec Janet Yellen. Vous avez la même chose au ministère de la Justice, qui contrôle également le FBI avec Merrick Garland. Vous avez la même chose également au ministère de l'Intérieur américain. Donc, tous ces postes clés sont tenus aujourd'hui par des néoconservateurs, les descendants de Christol et Podoretz, enfin les apôtres de Christol et Podoretz, les disciples de Christol et Podoretz, et ce sont eux aujourd'hui qui ont développé ce chaos sur la planète depuis la chute de l'Union soviétique en 1990. Donc, je dis de manière assez certaine que ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence de l'assassinat de Kennedy et de l'accession au pouvoir du président Johnson et tous les événements qu'il a pu susciter ou faire naître au cours de ces 6 années de présidence, de 63 à 69, à janvier 69. Juste pour nos auditeurs, on précise, on rappelle les noms de ces pionniers du néoconservatisme, Norman Podoretz et Irving Kristol, effectivement, qui avaient plusieurs points communs, dont celui de venir de la gauche et puis de créer ce courant néoconservateur. Donc, Laurent, sur cette importance, ce tournant que marque l'assassinat de Kennedy. Bien résumé. Je suis parfaitement d'accord avec cette analyse. Moi, c'est pareil. Plus je travaille sur ce sujet, plus je découvre l'importance du sujet. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, on peut se dire Kennedy, ça s'est passé il y a 60 ans. On sait pas, mais ça change pas grand-chose. C'est d'ailleurs exactement ce qu'a dit une fois Noam Chomsky. On l'interrogeait sur l'assassinat de Kennedy. Il a dit en gros, on s'en fiche. Après tout, il y a des tas de gens qui meurent tous les jours. Passons à autre chose. Évidemment, Noam Chomsky est un homme probablement très malhonnête parce qu'il en sait beaucoup plus qu'il en dit. Et ça, c'est une manière de cacher cette importance gigantesque. Quand on lève effectivement le voile sur l'affaire Kennedy, quand on gratte, quand on découvre, une fois qu'on a éliminé toutes les fausses pistes, alors ça prend beaucoup de temps. C'est très intéressant parce que c'est
c'est très formateur, hein. L'affaire Kennedy, c'est une affaire où on doit faire le tri entre toutes les fausses pistes, où on doit comprendre, et c'est compliqué parce que ces fausses pistes, ce sont des vrais boulevards parfois, donc on a l'impression que tout le monde a compris une chose, donc on se dit bon bah ça doit être vrai puisque tout le monde le dit. C'est aussi la même chose par rapport à la vie personnelle de Kennedy. Il y a des rumeurs qui circulent de livre en livre. Il y a, quand vous revoyez la même chose écrite dans 20 livres, vous dites que ça doit être vrai, jusqu'à ce que vous commenciez à vous poser la question des sources réelles, et puis que vous aperceviez qu'il y a une véritable industrie pour détourner l'attention de la véritable importance de Kennedy. Et cette importance, je suis tout à fait d'accord avec le général, elle est centrale. Je dirais qu'après 1948, la fondation d'Israël, c'est probablement l'événement géopolitique majeur juste après la Seconde Guerre mondiale. Mais après ça, effectivement, l'assassinat de Kennedy, puisque la présidence de Kennedy, qui a duré 1000 jours, était en train de transformer le monde dans une direction qu'on a du mal à imaginer, ou plutôt d'une certaine manière qu'on commence seulement à pouvoir imaginer à nouveau. Et cette direction, c'est finalement la direction de la multipolarité, d'une part, et puis la direction aussi de l'entente avec la Russie. On peut voir ces deux choses qui sont tout à fait d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire Kennedy était un président qui voulait terminer la guerre froide, c'est-à-dire enclencher un processus de relations pacifiques, ce qui était très très compliqué. Et il voulait aussi soutenir tous les mouvements d'indépendance. Il voulait en fait il soutenait le mouvement des non-alignés. Il avait comme idée que la seule manière de sortir de la guerre froide, c'est d'arrêter de polariser le monde et d'obliger chaque pays, petit ou grand, de s'aligner soit sur les États-Unis, soit sur l'URSS. Et donc, il soutenait tous les pays qui avaient engagé le mouvement des non-alignés, dont notamment l'Indonésie. Voilà, donc alors il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'assassinat de Kennedy est vraiment central, mais c'est effectivement quelque chose qui est peu connu. Donc beaucoup de gens ont peut-être le sentiment que l'affaire Kennedy, on en a tellement parlé depuis tellement longtemps que tout a été dit. Eh ben non, en fait, l'essentiel n'a pas été dit. Et l'essentiel, de mon point de vue, effectivement, c'est de comprendre que le coup d'État, puisque l'assassinat de Kennedy, il faut comprendre ça comme un coup d'État, et si c'est un coup d'État, il faut essayer de comprendre ce qui a changé. Alors, il y a le président qui a changé, mais curieusement, c'est tellement évident que peu de chercheurs s'intéressent à cet aspect. Il y a quand même le président qui a changé. Mais les Américains de l'époque avait le sentiment qu'il n'y avait rien qui avait changé, parce que on avait l'impression que le président, d'abord, il avait gardé la plupart des hommes qui entouraient Kennedy, qui d'ailleurs pour certains ont été très décevants puisqu'ils se sont mis à servir Johnson et à faire le contraire de ce que ça c'est une histoire un peu parallèle, mais c'est un peu comme Jésus, vous savez, quand il est plus là, les apôtres, au début. Ils se taisent, ils ont peur, ils s'intéressent à leur carrière aussi. Ça c'est une parenthèse, c'est un aspect, mais en tout cas, aujourd'hui, 30 ans après, puis 50 ans après, puis maintenant 60 ans après, on y voit beaucoup plus clair et on est capable de voir ce qui a changé radicalement entre Kennedy et Johnson. Et il y a le Vietnam, on l'a beaucoup dit maintenant, c'est vrai que ça maintenant c'est assez bien connu que Kennedy voulait sortir du Vietnam, mais il y a beaucoup d'autres aspects, et en particulier au Moyen-Orient, et aussi, comme l'a dit le général, aux États-Unis, le lobby juif ou le lobby pro-Israël a pris un pouvoir colossal pour plusieurs raisons. D'abord, en raison de l'échec de la procédure qu'avait engagée Robert Kennedy, enfin sous la direction de son frère, Robert Kennedy, ministre de la Justice, qui avait engagé une procédure pour en fait obliger l'EPAC, je fais simple, obliger l'EPAC à s'enregistrer comme agent étranger, donc on n'aurait pas eu ce puissant lobby qui a un pouvoir de corruption énorme, donc ça aussi ça a changé, et puis le mouvement néoconservateur aussi. Récemment, parce que c'est vrai que le général avait mis le doigt là-dessus, là c'est vrai que c'est un aspect important, la naissance du mouvement néoconservateur, qui est lié à l'introduction par Johnson de beaucoup de
de crypto-sionistes, puisque les néoconservateurs sont des enfin, à la limite, à peine crypto, hein, sionistes, assumés, oui. Très, très ouvertement. Il y a des personnages dans l'entourage de Johnson qui sont vraiment typiques. Il y a les frères Rostov, par exemple, hein, qui ont été énormément impliqués dans la guerre du Vietnam, qui ont poussé Johnson à escalader la guerre du Vietnam, et dont on trouve certains propos qui, déjà, comme chez les néoconservateurs plus tard avec la guerre d'Irak, pensaient que, en fait, la guerre du Vietnam, c'était bon pour Israël, parce que c'était bon pour ça faisait des États-Unis une puissance impériale qui pouvait être dirigée, au Vietnam, c'était peut-être pas l'intérêt direct d'Israël, mais la dynamique qui était ainsi engagée, dynamique impérialiste et militariste, était nécessaire pour que Israël puisse attirer les États-Unis au Moyen-Orient. Ça, c'était déjà dans le plan, c'était déjà prévu, c'était déjà leur vision à long terme. Voilà. Parenthèse sur la nature de coup d'État, en fait, de cet assassinat de Kennedy. Ça explique aussi, sans doute mieux, pourquoi après, de manière ininterrompue, l'image nous a été vendue de ce président qui, une fois assassiné, était devenu inoffensif. Donc, les médias ont pu, en gros, l'ensevelir sous des louanges, hein, mais des louanges toujours un peu à contre-emploi, qui ne mettaient jamais en lumière ce pourquoi il a été réellement, enfin, il ouvrait une perspective qui a été enterrée. Parce que c'est peut-être de cette façon qu'on peut comprendre un peu le décalage, en fait, entre le personnage réel que vous contribuez à dévoiler, mon général Laurent, et le personnage public un peu niais, inoffensif et hélas assassiné, vous voyez. Non, vous avez raison. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière, et qui est révélateur, c'est la manière dont les traces ont été effacées, les traces et les fausses pistes créées pour détourner l'attention du fond du problème que nous traitons ce soir. Donc ça a été remarquablement exécuté par tout l'appareil pro-Israël au sein de l'administration américaine ou au sein des lobbies qui gravitaient autour. Moi, je dirais quand même, au niveau des louanges, il y a plusieurs. Il y a eu, c'est vrai, il y a toujours l'image. On peut pas briser entièrement l'image positive des Kennedy. Les Kennedy avaient un charisme colossal. Ils apparaissaient. C'était le début de la télé. C'était les premiers présidents vraiment télévisés. Et puis Kennedy, d'après tous les témoignages, c'est vrai, était une personne très attachante, pleine d'humour. Et puis il y a eu tout cet engouement. Kennedy, c'était la nouvelle frontière. Il y avait un certain nombre de slogans qui, dans les années 60, étaient extrêmement mobilisateurs pour la jeunesse. Et d'ailleurs, si on a le temps, on pourrait faire dire un mot sur la jeunesse américaine, le basculement qui a eu lieu entre l'époque Kennedy et l'époque Johnson. Parce que la guerre du Vietnam, le LSD, le rock, on va dire, il y a eu une culture, un désabusement de la jeunesse qui a été, si on pourrait dire, une sorte de folie collective. Hein, et à l'époque de Kennedy, donc il y avait cet enthousiasme, il y avait les Peace Corps, c'est-à-dire il y avait une image de l'Amérique extrêmement brillante, que dans le monde entier, on trouvait magnifique, et dans le monde arabe en particulier. Hein. Pourtant, le monde arabe n'était pas spécialement fasciné en soi par le mode de vie, par le American Dream. Hein. Donc, il y avait quelque chose au-delà de ça. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu une entreprise de démolition de Kennedy. Donc, il y a un peu les deux choses. D'une part, on a vendu l'image un peu t-shirt superficielle de Kennedy, Marilyn Monroe, etc., le Playboy, on a un peu vendu une image très superficielle de Kennedy, qui était aussi une manière de le démolir, la profondeur qu'il y avait. Comme je l'ai dit il y a pas très longtemps, Kennedy était un véritable génie politique. C'était c'était quelqu'un qui avait la vision, qui avait l'intelligence,
et qui avait comment dire, le charisme dans le sens où il était suivi il avait la capacité à inspirer les États-Unis, la jeunesse américaine dans le sens qu'il voulait. Bon, il y avait un potentiel colossal. Donc ça, l'image positive, superficiellement positive de Kennedy est déjà une manière en soi de détruire ça. Mais il y a aussi, n'oublions pas, une véritable entreprise de démolition de sa personnalité qu'on peut assimiler à une sorte d'assassinat second, c'est-à-dire on assassine Kennedy une deuxième fois. On a colporté des rumeurs abominables sur lui, sur son père, sur la manière dont il aurait volé les élections, sur sa vie sexuelle débridée. Et ça, c'est très difficile d'aller au-delà parce que c'est répété dans peut-être des centaines d'ouvrages. Mais je vais vous donner un exemple précis parce que c'est vrai qu'il faut peut-être régler ce problème sans y passer trop de temps. Récemment, j'ai lu le livre, parce que le livre qui a le plus contribué à cette image détestable des Kennedy, c'est le livre de Seymour Hersh. Seymour Hersh. H-E-R-S-H, que tout le monde connaît, puisque récemment, il a encore fait des enquêtes extrêmement intéressantes sur le pipeline voilà, Nord Stream 2, etc. Bon, c'est un journaliste qui a fait un travail formidable. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que un des ouvrages les plus importants peut-être l'ouvrage le plus important qu'il a écrit, il a dû l'écrire en 1991, c'était The Samson Option. Et c'est l'ouvrage qui a vraiment, il n'était pas le premier à faire sortir cette histoire, mais enfin, il a fait sortir dans le grand public le conflit entre Kennedy et Ben Gurion sur le projet d'armement nucléaire d'Israël. Donc, il a vraiment montré que c'était un conflit très intense, et donc il a montré que le conflit a été résolu en quelque sorte par la mort de Kennedy, qui a permis à Israël de fabriquer ses bombes atomiques. D'accord ? Donc là, il a ouvert une sorte de boîte de Pandore, et le bouquin suivant qu'il a publié, c'est The Dark Side of Camelot, qui est, on va dire, un ramassis de rumeurs destinées à détruire Kennedy, non seulement son image personnelle, mais son image politique. C'est-à-dire, en gros, Kennedy n'a rien fait d'utile, c'était un nul, il pensait qu'au sexe, il était malade, etc. Et puis, bien sûr, Seymour Hersh valide la théorie officielle du tueur solitaire. Ce qui est quand même un peu gros pour quelqu'un comme Seymour Hersh, qui est quand même réputé avoir des bonnes sources d'informations. C'est tellement énorme qu'on doit s'interroger sur qui est Seymour Hersh, où va sa loyauté, pourquoi fait-il ça? Probablement, à mon avis, parce que ayant ouvert un dossier explosif avec cette histoire de Dimona, on a dû lui demander, oulala, il faut que tu essayes de remettre le couvercle d'une manière ou d'une autre. Et donc, tu vas maintenant bien nous démolir Kennedy pour qu'on en finisse avec cette histoire. Voilà, ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'exemples de le travail de l'industrie du livre, de la presse et de Hollywood pour détourner l'attention des coupables les plus évidents, qui sont effectivement Johnson et Israël, Johnson et Ben Gurion, les deux suspects numéro 1 et 2, qui en réalité n'en font qu'un, puisque Johnson, comme l'a dit le général, est essentiellement l'homme d'Israël, depuis toujours. Et alors aujourd'hui, la mort de Kennedy, est-ce que on peut avoir une idée de son impact auprès du peuple ou des médias américains, comment elle est popularisée, comment elle est diffusée aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des événements, des hommages qui lui ont été rendus à l'occasion des 60 ans de son assassinat? Alors, il y a eu au Texas plusieurs expositions, plusieurs cérémonies. Il y a eu surtout 2 pages écrites par d'éloges, bien sûr, 2 pages écrites par le président Biden, et c'est à peu près tout, quoi. Enfin, dans certains États, dans certaines villes où Kennedy était passé, il y a eu quelques petites cérémonies. Mais à ma connaissance, il y a rien eu de très très sérieux, quoi. On est dans la phase d'oubli progressif de ce président qui pourtant était un des aurait pu être le plus important que l'Amérique ait connu. Maintenant, il faut dire que l'Amérique a connu quand même sur 46 présidents, 9 présidents n'ont pas terminé leur mandat. 9 présidents n'ont pas terminé leur mandat. Et parmi ces 9, 4 ont été assassinés.
Hein, Oui, on pense évidemment à Lincoln. McKinley, Garfield, McKinley. bien sûr, Abraham Lincoln, et puis et Kennedy, le quatrième. 4 sur 46, ça fait beaucoup, hein, comme président assassiné. Donc, il rentre maintenant dans la longue liste, la liste relativement longue de présidents qui soit sont morts pendant leur mandat, de mort naturelle, hein, soit et donc n'ont pas terminé leur mandat, et quatre qui ont été assassinés, et un qui a été démis de ses fonctions, hein, c'est Nixon, hein, Richard Nixon. Voilà, donc affaire classée. Oui, voilà. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une volonté de faire oublier cette affaire, mais en fait, curieusement, elle ne meurt pas. Je pense qu'elle est profondément inscrite, ancrée, imprégnée dans l'inconscient ou même la conscience collective américaine. Et c'est toujours une histoire qui fascine. Enfin, en tout cas, aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a quand même effectivement quand même une grosse différence. En France, on voit pas, on a du mal à voir l'importance. Mais aux États-Unis, ça reste une histoire qui intéresse les gens. Il y a une recherche intense, il y a beaucoup d'historiens. Si vous voulez, c'est une affaire qui aujourd'hui appartient à l'histoire. Donc il y a des historiens qui travaillent dessus. On n'est plus seulement dans la complosphère, si vous voulez. On est dans un domaine où les historiens font avancer la connaissance sur Kennedy. Et en particulier, d'ailleurs, il y a eu un certain nombre d'ouvrages sur la politique étrangère de Kennedy. Des historiens qui ont vraiment épluché, les articles, qui font un vrai travail d'historien, tout simplement, et donc qui ont montré ce que on ne sait pas, ce que le grand public ne sait pas, c'est que effectivement la politique étrangère de Kennedy était extrêmement novatrice, extrêmement courageuse, et allait évidemment à l'encontre de la politique étrangère traditionnelle américaine depuis Roosevelt, qui était une politique quand même impérialiste, on va dire, et puis qui est revenue en force après l'assassinat de Kennedy. Mais c'est vrai que je pensais par exemple, y a-t-il eu des hommages de l'Église catholique? Ben non, l'Église catholique ne dit rien. C'était quand même le seul président catholique avant Biden, et même lorsque le pape actuel est allé à Washington il y a quelques années. Il a fait une messe dans l'église où les funérailles de Kennedy ont eu lieu. Dans cette église, il y a une plaque en l'honneur de Kennedy. Le pape était debout sur cette plaque et n'a jamais dit le moindre mot sur Kennedy. Ça, c'est quand même assez, quand on y réfléchit un petit peu, si on fait la comparaison, par exemple, avec la sanctification du tsar et de sa famille par l'Église orthodoxe, parce qu'il y a quand même un certain nombre de parallèles dans les deux cas. On a dans les deux cas un monde, le pays qui entièrement change du tout au tout. Et donc tout ça, c'est lié, oui, ça fait partie effectivement de la volonté de faire croire que finalement, c'est pas un événement important. Mais comme je disais, c'est un événement qui, malgré tout, alors c'est vrai il y a eu plusieurs présidents assassinés, mais l'assassinat de Kennedy a quand même quelque chose d'unique, c'est qu'il a été filmé. Donc on a ces images, tous les Américains aussi aujourd'hui connaissent ces images du film Zapruder où on voit la tête de Kennedy exploser. C'est des images qui ont une dimension, je dirais, iconique dans le sens quasiment religieux du terme, c'est-à-dire que c'est des images qui ont un sens, qui sont un symbole, qui renvoient c'est un peu comme si c'est l'Amérique qui est assassinée dans ces images, puisque l'assassinat de Kennedy, c'est vrai, quand on comprend son importance, c'est les États-Unis, l'Amérique qui est assassinée. Et je pense que c'était voulu, c'est-à-dire que cette manière de faire ça en plein jour, parce que paradoxalement, c'est fait en plein jour, mais c'est quand même le seul assassinat qu'on n'a pas élucidé. Bien qu'il ait été fait en plein jour, filmé, vous voyez le paradoxe, il y a quand même un énorme paradoxe. C'est quand même assez difficile de faire un assassinat filmé tout en réussissant à brouiller toutes les pistes
Je veux dire, un assassinat, en général, si vous voulez assassiner quelqu'un, vous avez intérêt à pas le faire filmer. Or là, ça a été filmé et très probablement, quand on connaît le profil de Abraham Zapruder, l'homme qui a filmé l'assassinat, on se dit que ça faisait partie du plan. Donc oui, je pensais au niveau de un point pour illustrer à quel point les Kennedy restent un mythe populaire, on va dire, c'est la manière dont QAnon avait exploité l'idée que le fils John Kennedy Jr. allait revenir, qu'il n'était pas vraiment mort. On était un peu dans, vous savez, dans cette mythologie, un peu comme Elvis Presley ou autre, mais ça montre que on peut toucher le peuple américain en leur parlant des Kennedy, parce que s'il n'y a pas que John, faut pas oublier, il y a le frère Robert qui a été assassiné et il y a le fils, sorte de prince Hamlet qui était censé venger son père et qui est mort. Donc il y a une dimension mythologique extraordinaire, mais effectivement, elle apparaît pas dans les discours, dans les grands discours. Elle est plutôt du domaine populaire, mais aussi il y a une communauté de chercheurs sur Kennedy qui est importante quand même aux États-Unis. Il y a des conférences tous les ans, à chaque anniversaire. Là, il y en avait pas mal. Il y en avait une où d'ailleurs avec un ami qui était là-bas, on a essayé de participer au moins en proposant, il proposait des posters. Donc on avait fait un beau poster sur la piste israélienne et on a été rejeté. Et à ce sujet-là, j'ai une petite anecdote, peut-être que je peux la dire tout de suite. Ah oui, allez-y, Laurent. Elle est assez savoureuse, je pense. Cette conférence était organisée tous les ans par un certain Cyril Wecht, donc qui est un médecin légiste. En Amérique, ils disent un forensic pathologist. Donc, un spécialiste des autopsies, etc., qui s'est intéressé depuis très longtemps, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, peut-être même à l'autopsie de Kennedy, à cette fameuse balle unique, et qui combat depuis des années la théorie de la balle unique en montrant qu'elle tient pas la route. Et donc, comme je disais, ils ont refusé notre participation en disant non, mais on peut pas en ce moment. Israël, il faut surtout pas parler d'Israël. Je sais plus quels sont les adjectifs, mais enfin voilà. Mais j'étais pas surpris parce que je savais déjà que Cyril Wecht était un ami intime de celui justement qui a inventé le mensonge de la balle unique, qui s'appelle Arlen Specter, qui faisait partie de la commission Warren et qui, sur ce gigantesque mensonge, a bâti sa carrière et est devenu sénateur avec le soutien de Cyril Wecht par 2 fois. Donc ça, je trouve que c'est tellement représentatif et révélateur parce que Cyril Wecht, si vous voulez, fait partie de l'école dominante qui défend la piste de la CIA. C'est la CIA qui a fait assassiner Kennedy. La CIA, le Pentagone, bon, c'est donc inside job. C'est une affaire domestique, et il faut pas chercher ailleurs. C'est l'école dominante que tous les Américains, enfin, c'est l'école qui domine très largement, qui est presque mainstream, on va dire. La CIA a fait assassiner Kennedy. On va dire que 75% des Américains adhèrent à cette thèse aujourd'hui. Voilà, donc on a quelqu'un qui s'acharne à dire que la CIA a assassiné Kennedy, qui est le meilleur ami, enfin disons un ami proche de quelqu'un qui s'est acharné depuis le début à dire non, c'est Oswald qui a assassiné Kennedy. Ces deux personnes devraient se détester, se traiter de menteurs. Non, elles sont alliées, tout simplement pour la raison simple que tous deux sont de fervents sionistes, ce dont ils ne se cachent pas. Donc pour moi, c'est une illustration assez révélatrice du fait que une bonne partie de la recherche, en particulier celle qui limite la recherche à la CIA, à l'intervention de la CIA, est menée par des gens dont l'objectif principal, c'est d'empêcher qu'on parle d'Israël. Je pense que là, c'est une preuve incontestable. Pour revenir au mode opératoire d'élimination d'un projet politique par l'assassinat de la personne qui le portait le mieux, qui était le mieux à même de l'incarner. Est-ce que vous pensez que ce mode opératoire est toujours, fait partie de l'arsenal, toujours en état de marche de l'État profond américain? Par exemple, on sait que encore récemment, Donald Trump, lorsqu'il évoquait le Deep State, avait peut-être ça en tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je pense que effectivement ce mode opératoire pourrait encore servir, mais
quand on regarde les problèmes d'assassinat de chefs d'État au niveau de la planète, il y en a eu quand même de mon temps de vie, j'en ai connu des dizaines d'assassinats de chefs d'État, hein, dont au moins 3 filmés. Alors, il y a l'assassinat de Kennedy qui a été filmé, mais il y a l'assassinat de Rabin qui a été filmé, l'assassinat qui était Premier ministre d'Israël, et il y a l'assassinat, par exemple, comment il s'appelait là? Kadhafi. Sadat. Sadat aussi, ça a été filmé. Hein. C'était en pleine cérémonie et les caméras étaient fixées sur l'action, quoi. Donc, ce type d'assassinat n'est utilisé, je pense, qu'en dernier ressort. Et d'ailleurs, sur les 3 assassinats que j'ai cités, hein, on peut, en grattant un peu, bon, il ne faut pas gratter trop, mais on peut retrouver les mêmes responsables. Hein. Qui a profité le plus de la mort de Sadat? Israël a beaucoup profité de la mort de Sadat parce que Sadat commençait à avoir une aura internationale qui aurait nui au projet d'Israël, hein, de conquête permanente, hein, de colonisation, etc. Donc, avoir un personnage comme Sadat vivant, c'était un gêneur pour Israël, finalement. En dépit des apparences et des poignées de main. Donc, la disparition de Sadat est probablement, alors bien sûr, hein, on a trouvé des coupables et on a trouvé mais là encore, il faut savoir qui y a derrière tout ça, hein, qui y a derrière les coupables, qui a instrumentalisé ces gens. Ce sont des questions à se poser. Hein. Et quant à l'assassinat de Rabin, bon, c'est de notoriété publique, hein, que l'assassin était un sioniste pur et dur, un fou furieux qui voyait lui aussi dans la personne de Rabin quelqu'un qui donnait des territoires avec les accords d'Oslo, qui donnait des territoires aux Arabes, qui était prêt à échanger la paix contre des territoires. Et ça, ils en voulaient pas, hein, parce que c'est pas dans le projet actuel. Et le projet actuel, on le voit avec l'affaire de Gaza, c'est toujours le même. Hein. C'est terroriser aujourd'hui à Gaza, c'est terroriser les Palestiniens pour les détruire leur habitat, pour les obliger ou les inciter, en tout cas très fortement, à quitter le territoire pour toujours, sans droit au retour. C'est ça qui se joue aujourd'hui à Gaza. Et probablement demain en Cisjordanie. Enfin, la poursuite de la colonisation perpétuelle, ces vexations permanentes, ces assassinats progressifs au fil du temps. Hein. On tue, on assassine, on expulse, et on avance, et on avance, et on avance. Il suffit de regarder la carte d'Israël en 48 hein, et la carte d'aujourd'hui, quoi. On voit bien qu'il y a quand même un projet qui se poursuit inexorablement, et on le voit se poursuivre aujourd'hui à Gaza. À Gaza, c'est ça. Pour moi, c'est terroriser les populations pour qu'elles quittent de manière définitive le territoire en se disant il n'y a vraiment pas d'avenir sur cette terre pour nos enfants et les nôtres, quoi. Et si on recentre cette question de l'assassinat politique sur les États-Unis, après donc cette opération qui a été, vous l'avez dit, absolument spectaculaire, en pleine lumière, est-ce que une opération du même type serait encore possible aux États-Unis finalement, après ce grand coup entre guillemets fait il y a 60 ans? Elle est possible, mais c'est une opération en dernier ressort, quoi. Quand on n'a plus d'autres solutions, c'est ce qu'on fait. Et je pense que si elle a été faite contre Kennedy, c'est qu'il n'y avait pas d'autre solution. On cherche d'abord, et ils préfèrent par exemple tricher aux élections, faire de la fraude électorale, c'est quand même moins problématique que de tuer un président. Cela dit, bon, aux États-Unis, ça s'est produit 4 fois. Il y a eu quand même aussi une tentative contre Reagan, si ma mémoire est bonne. Oui, bon, même contre Bush également. C'est pas exclu qu'il y en ait une contre Trump si par hasard il était en situation d'arriver au pouvoir. Et il y a un candidat d'ailleurs qui s'est ému, puisque il n'y a pas que 2 candidats, il y en a 3.
Et sur les 3 candidats possibles, enfin, il y en a 13 en fait, des candidats, mais il y en a 3 qui font des scores à 2 chiffres dans tous les sondages. Aujourd'hui, c'est Trump, Biden, et le 3e s'appelle Kennedy aussi. Et ce Kennedy-là, normalement, quand on s'appelle Kennedy et qu'on est candidat à la présidentielle, on devrait avoir, comme tous les candidats à la présidentielle, une garde, on devrait être surveillé ou protégé par le FBI. Or, cette protection, pour la première fois dans l'histoire, a été refusée à Kennedy, à Robert Kennedy, le neveu fils de Robert Kennedy, donc Robert Kennedy Jr., et neveu de John Kennedy. On lui a refusé, Biden lui a refusé toute protection du FBI, et donc il doit se trouver, se protéger lui-même. Et il n'est pas exclu que, on dit jamais 203, il n'est pas exclu qu'il soit lui-même assassiné avant l'élection présidentielle si par hasard ses scores venaient à grimper trop haut. Ce qui n'est pas exclu. Est-ce que je peux revenir sur votre question sur l'état profond, parce que cette expression état profond, moi je l'ai utilisée pas mal au début, mais j'ai fini par, lorsque Trump l'a utilisé, j'ai quand même eu un petit peu le sentiment que c'est devenu un terme qui sert à ne rien dire. C'est un peu comme nouvel ordre mondial, si vous voulez. C'est un terme qui sert à ne pas donner de nom et qui a quand même été utile à Trump. Alors, Trump est un homme politique, il faut qu'il fabrique aussi sa propagande. QAnon, ça faisait partie d'une opération un peu psychologique. Si je dis ça, c'est pas forcément pour démolir Trump, mais l'état profond, dans l'état actuel des choses, c'est un terme qui n'explique pas grand-chose, parce qu'en fait, si on veut parler, alors quand on parle de l'état profond, on pense à la CIA en particulier, qui est effectivement devenue un État dans l'État. D'ailleurs, depuis le début, elle a été conçue un peu comme ça en 1947, je crois, ou par Truman, qui s'en est un peu mordu les doigts après. Il a créé un espèce de monstre incontrôlable, qui est capable de faire sa propre politique par-dessus la tête des présidents, qui est capable de se financer elle-même par le moyen de tous les trafics possibles et imaginables, etc. Donc l'état profond, il y a la CIA, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on peut dire que l'état profond qui domine, qui dirige, qui fabrique la politique étrangère américaine, c'est essentiellement Israël. C'est-à-dire, c'est un appareil de gens qui sont infiltrés et installés dans tous les postes clés du Pentagone, du secrétariat d'État, du Conseil de sécurité, de la CIA, et qui sont liés par une loyauté très forte envers Israël. Et bon, c'est ça le véritable problème. L'état profond, à la limite, je me demande s'il existe encore, ou alors il est sous contrôle d'Israël. Vous voyez, enfin, moi, je vais presque jusqu'à dire que l'état profond aujourd'hui, c'est Israël. Voilà, Israël et l'état profond. Je confirme. Ouais. Je confirme tout à fait ce qui vient d'être dit. L'AIPAC et ces milliardaires qui fournissent les financements pour tous les milliardaires juifs américains qui fournissent les financements à l'AIPAC et qui payent les ovations au Congrès quand Netanyahou vient au Congrès sans demander l'autorisation d'Obama. Son ovation a été achetée et payée par le lobby pro-Israël. C'est pas moi qui le dis. C'est un dénommé Thomas Friedman, qui est un journaliste vedette du New York Times. Il a écrit un article en disant l'ovation debout de Netanyahou au Congrès de décembre 2016 a été achetée et payée par le lobby pro-Israël. Donc, c'est pas moi qui le dis. Et ce qui est acheté et payé aussi, c'est les élections. Les élections de chaque député. Un député qui dit un mot de travers contre Israël, il est repéré et on va lui coller dans les pattes un autre candidat concurrent en le finançant à mort, et on financera aussi la destruction grâce aux médias que l'on contrôle
avec grand O, grand N, avec les médias que l'on contrôle, on détruira tous les candidats qui s'opposent à Israël. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Congrès américain est noyauté, mais dans des proportions incroyables par des fans d'Israël, et que il faut faire allégeance à Israël. Il faut aller chaque année au Congrès de l'AIPAC pour être reconnu comme étant un candidat solide. Hein, et à partir de ce moment-là, on n'a pas de problème, on est élu. Et c'est ce qui explique la dérive pro-Israël, parce qu'on peut qualifier ça de dérive. Hein. C'est-à-dire, les États-Unis sont devenus un proxy d'Israël, par État profond interposé, cet État profond étant composé de fans d'Israël, donc de gens mis en place par l'AIPAC et le lobby pro-Israël. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, de là à dire que l'État profond est exclusivement composé de Sayanim, comme le dit très justement Biden en arrivant à l'aéroport de Tel Aviv, il a dit, il n'est pas besoin, il a dit à la face du monde entier, hein, c'était télévisé, il a dit, il n'est pas besoin d'être juif pour être un sioniste. Eh bien, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'être juif pour être un Sayan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'AIPAC bénéficie de la complicité des évangélistes qui prônent le même combat, quoi, hein, et qui sont aux côtés de l'AIPAC pour promouvoir des gens, des fous furieux, on va dire, hein, impérialistes, va-t-en-guerre, etc. Donc, il n'y a pas que l'AIPAC qui fait ça, il y a également, dans l'État profond, il y a probablement un paquet d'évangélistes, hein, qui font partie du lot, quoi, de l'État profond. Les fameux chrétiens sionistes. Pardon, cette expression État profond, c'est pas un État dans l'État, c'est un ensemble de réseaux qui ont des intérêts pas toujours absolument convergents, mais qui ont les moyens voilà, qui ont des moyens divers du domaine de l'espionnage, de la corruption, voire de l'assassinat de temps en temps. Mais si on parle d'assassinat, il faut pas oublier que celui qui a un profil d'assassin le plus marqué dans l'histoire récente, c'est Israël. Israël a assassiné un premier ministre, un ministre britannique, Lord Moyne, en 1945, qui prenait position contre le sionisme. Israël a assassiné un haut diplomate de l'ONU, Bernadotte, voilà, suédois. Et le chef des observateurs de l'ONU, qui s'appelait le colonel Serrault, qui était français. Oui, donc c'est pas des chefs d'État proprement parler, mais on n'en est pas loin. Et effectivement, la méthode est toujours la même. C'est soit on arrive à corrompre ou faire chanter ou convaincre d'une manière ou d'une autre un chef d'État ou un diplomate de changer de position. Et si on n'y arrive pas, l'assassinat, c'est la méthode prônée par Israël. Et dans le cas de Kennedy, le scénario est assez clair. Hein. Kennedy, Ben-Gurion a tout essayé pour le faire changer d'avis pour le convaincre de détourner le regard de Dimona. Or, Kennedy s'était donné comme mission principale au niveau mondial le désarmement nucléaire, donc il n'était pas question pour lui de laisser un nouveau pays s'armer, surtout que Kennedy avait quand même une certaine connaissance de la psychologie juive et étant le fils de son père, il savait assez les problèmes qu'allait poser Israël une fois qu'Israël se doterait de la bombe atomique, parce que se doter de la bombe atomique pour Israël, ça correspond à sa volonté de devenir la puissance hégémonique du Moyen-Orient. Hein, c'est ça le but du sionisme depuis toujours, en quelque sorte. Les sionismes ont une vision à très long terme et dans le grand espace, et leur but est de devenir la puissance impériale locale, au moins au niveau du Moyen-Orient. Et donc, bref, Kennedy, plus je creuse le personnage et sa vision, plus je comprends qu'il avait une vision assez pénétrante de ce qu'était de la nature d'Israël. Donc, il a été assassiné, moi, de mon point de vue, principalement par Israël, mais Israël n'agit jamais sans entraîner
c'est la technique de base d'Israël. Si vous voulez, Israël ne met pas la main à la pâte dans un assassinat, ni même d'ailleurs dans une guerre. Elle s'arrange pour que ce soit les autres, que les États-Unis en particulier, qui fassent le travail pour eux. Donc, s'ils ont les moyens d'entraîner les États-Unis à détruire leurs ennemis à eux, l'Irak, la Syrie ou la Libye et pourquoi pas l'Iran bientôt, s'ils ont les moyens de faire ça, ils ont aussi les moyens d'entraîner, on va dire, l'État profond, la CIA américaine, enfin bon, disons des puissances, on va dire, quasi criminelles au sein des États-Unis pour faire le travail à leur place et pour après les couvrir, puisque une fois que, enfin, c'est la stratégie le scénario, en tout cas, que j'essaye de documenter dans mon livre, dans mes articles. Il ne faut pas oublier, si vous voulez, le profil d'assassin d'Israël. C'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui, et c'est pour ça que l'affaire Kennedy il y a un potentiel à la fois pour éclairer ce qui se passe aujourd'hui, et inversement, ce qui se passe aujourd'hui nous permet de mieux comprendre qu'Israël est capable de ce genre de choses. Parce que il y a un livre récent qui est très important, qui est écrit par un Israélien, Ronan Bergman, qui s'appelle Lève-toi et tue le premier, qui documente les centaines d'assassinats ciblés pratiqués par Israël à travers ses services secrets, et en particulier contre des gens qui touchent à la politique nucléaire d'Israël. La politique nucléaire d'Israël a deux volets. C'est la bombe atomique pour Israël et pas de bombe atomique pour personne d'autre au Moyen-Orient, que ce soit l'Iran ou l'Égypte. Et si vous touchez à l'un de ces deux volets de la politique nucléaire d'Israël, vous êtes susceptible d'être assassiné. Donc, il y a eu des tas dont Égalité et Réconciliation a récemment remis en ligne un documentaire qui montrait, par exemple, les assassinats des savants qui ont contribué à l'Irak, le réacteur Osirak en Irak, qui ont été assassinés, mais il y en a eu des centaines, des milliers, des savants allemands, égyptiens, etc. Donc Kennedy, lui, du point de vue de Ben Gourion, mettait en danger l'existence d'Israël en voulant les priver de la bombe atomique. Donc il a été assassiné. C'est dans la logique. Aujourd'hui, on comprend que si on arrive assez bien aujourd'hui à se mettre dans la tête des leaders israéliens et à comprendre qu'ils sont tout à fait capables, tout à fait dans leur logique. Il n'y a rien qui pouvait il n'y a aucun problème du point de vue moral ou du point de vue d'un autre point de vue. Si vous voulez bien, venons-en au dernier développement donc de vos travaux, Laurent, sur la piste de la CIA qui servirait de couverture donc pour masquer une autre piste, celle d'Israël derrière l'assassinat du président Kennedy. Vous avez récemment donc publié un article sur le site ER. Est-ce que vous voulez revenir sur son contenu et sur vos dernières conclusions? Oui, je peux essayer de résumer. C'est vrai que c'est un point important étant donné que, on va dire, la piste de la CIA, c'est la piste dominante. Elle est quasiment mainstream parce qu'elle est pas en première page du New York Times, mais enfin, elle est évoquée par Hollywood, par exemple, avec le film d'Oliver Stone, qui est sorti en 1991 ou quelque chose comme ça. Il y a des livres publiés par des grands éditeurs qui défendent cette thèse. Il y a des journalistes très installés qui défendent cette thèse. Alors, quand on dit la piste de la CIA, c'est la CIA plus des faucons du Pentagone, plus éventuellement, enfin, on va dire que c'est un complot domestique d'Américains qui reprochaient à Kennedy, qui voyaient Kennedy comme un traître, pas à cause de sa tentative de nouer des relations pacifiques avec Khrouchtchev en particulier et avec Castro. Voilà. Alors, cette thèse, si vous voulez, moi, je suis passé par là, puisque quand on rentre dans le dossier Kennedy, on rentre par là, c'est la grande porte, quoi, c'est le boulevard. Et en particulier, d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti en 2008 qui a fait énormément, qui a boosté cette thèse et qui est un livre que je conseille. Et d'ailleurs, je l'ai tellement aimé au départ que j'ai encouragé les éditions de 2001 à le traduire et je conseille de le lire, mais tout en gardant à l'esprit que ce livre donc défend la thèse que Kennedy a été assassiné parce qu'il voulait faire la paix avec l'URSS et aussi engager un processus de désarmement.
alors que derrière lui, il y avait des faucons, des gens à la CIA qui voulaient au contraire déclencher la Troisième Guerre mondiale, carrément, et en tout cas envahir Cuba, etc. Bon. Le livre de James Douglas auquel je fais allusion ne dit pas un mot du fait que Kennedy avait un problème avec Israël au sujet de leur projet de bombe atomique, alors que c'est le sujet, la lutte de Kennedy contre la prolifération nucléaire est le sujet principal du livre. Ben non, il n'y a pas un mot sur Israël et il n'y a pas un mot sur Johnson non plus. Donc ça, à force de voir ça partout à droite et à gauche, on finit par se poser des questions et conclure qu'il y a au moins un certain nombre de gens comme ce Cyril Wesch dont j'ai parlé qui sont malhonnêtes dans leurs recherches, c'est-à-dire qui font consciemment de la censure par rapport à d'autres pistes comme la piste Israël. Et puis il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une thèse qui a tellement été confirmée que c'est même pas la peine d'aller chercher ailleurs. Mais en fait, si on veut critiquer la piste de la CIA, moi je dirais il y a deux choses simples. D'abord, des suspects dans l'assassinat de Kennedy, on peut en trouver une dizaine. Hein, si on met la mafia, la CIA, le FBI, les exilés cubains, etc. Bon, hein, donc, alors d'accord, faisons la liste des suspects des gens en tout cas que ça arrangeait bien, que la mort de Kennedy arrangeait bien. Il y en a beaucoup, mais parmi ceux-là, il faut éliminer ceux qui pouvaient se contenter de s'assurer que Kennedy ne gagnerait pas les élections en 1964, parce que là, on rentrait en 63, on rentrait dans une année de campagne, et on sait très bien que dans une année de campagne, Kennedy allait pas faire des choses révolutionnaires. On sait par exemple justement qu'il disait « moi je peux pas me retirer du Vietnam maintenant, mais dès que je serai réélu, je me retire du Vietnam ». On a des propos clairs. Donc pendant cette période, il allait pas faire quelque chose d'irréversible. Et donc si la CIA, comme on le répète tout le temps, avait les moyens de contrôler les médias, il était facile pour la CIA de s'assurer que Kennedy serait pas réélu en 64. Donc en fait, dans la liste des suspects, il n'y a que deux personnes qui ne pouvaient pas attendre les élections de 1964, c'était Johnson et Israël, parce qu'évidemment Johnson, si Kennedy n'est pas réélu, bah lui non plus. Et puis en plus, Kennedy était sur le point de le virer Kennedy ne l'aurait pas repris comme vice-président. Et Israël, parce que le dossier d'Imona, si vous voulez, il y avait un timing, un calendrier très précis qui fait que en fin 1963, mais déjà avant, en fait, si vous voulez, quand vous construisez un réacteur nucléaire, il y a un moment où vous pouvez plus aller inspecter, vous pouvez plus aller voir si c'est du nucléaire civil ou du nucléaire militaire. Je connais pas les détails techniques, je suis pas suffisamment, j'ai pas étudié le sujet, mais enfin tout le monde le dit que les inspections urgeaient et Kennedy était très insistant. Il voulait des inspections. Déjà, il a réclamé avec insistance à Ben Gourion des inspections durant l'été 63. Ben Gourion a démissionné pour justement gagner du temps et voilà. Donc ça, il y a que deux suspects qui ne pouvaient pas attendre et qui ne pouvaient pas se contenter de détruire Kennedy politiquement, qui devaient absolument le détruire. C'est Johnson et Israël. En fait, c'est pour ça que le général a bien eu raison de dire que le but de l'assassinat de Kennedy, c'était pas uniquement de se débarrasser de Kennedy, c'était de mettre Johnson. Et pour mettre Johnson au pouvoir, il y avait que l'assassinat qui pouvait l'assurer, quoi. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui, à mon avis, est quand même un défaut rédhibitoire de la thèse de la CIA, c'est que tous les livres qui expliquent que pourquoi la CIA a fait assassiner Kennedy, simplement parce que Kennedy refusait d'envahir Cuba et la CIA a été obsédée par l'invasion de Cuba. Ok, d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'invasion de Cuba après l'assassinat de Kennedy. Et donc, pour expliquer ça, James Douglas et d'autres sont un peu embarrassés parce qu'ils n'osent pas dire, bah ouais, tiens, finalement, le plan de la CIA a foiré, mais en réalité, c'est ce qu'ils disent. Le plan de la CIA n'a pas réussi à cause de Johnson, il y a quelque chose qui ne va pas dans le scénario dans lequel on met la CIA au sommet de l'organigramme du complot. Alors moi, je dis pas que la CIA n'est pas impliquée, au contraire, j'affirme que la CIA est impliquée, mais ils sont pas au sommet du complot. S'ils étaient au sommet du complot, ils se seraient arrangés quand même pour que
tout leur petit pour que tout ce qu'ils avaient préparé, tout le cinéma autour de Oswald, puisqu'il avait taillé à Oswald un costume de communiste pour faire porter le chapeau à Cuba et aux soviétiques, dans l'optique de faire une sorte d'assassinat sous faux drapeau et puis de créer un prétexte pour envahir Cuba et déclencher la Troisième Guerre mondiale éventuellement, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Donc cette thèse de la CIA, ça c'est un autre défaut. Puis il y en a d'autres, mais c'est un certain nombre de choses que je mets en lumière pour montrer qu'elle suffit pas. Il y a pas, ça tient pas la route. Il faut autre chose. Il y a autre chose qui est au-dessus. Voilà, en gros. Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Rien à ajouter. Ah oui, en général, votre sentiment sur cette chose qui est au-dessus et qui pourrait expliquer ce que n'explique pas la thèse de la CIA. Vous qui connaissez bien le théâtre des affrontements au Proche-Orient et également la politique américaine. Non, mais moi je l'ai dit. Hein, pour moi, la thèse défendue par Laurent est la bonne. Hein, c'est-à-dire que c'est Israël qui tirait les ficelles et qui tire les ficelles. Israël tire les ficelles aujourd'hui de la géopolitique mondiale, de plus en plus. Enfin, depuis Johnson, en s'infiltrant progressivement, en montant dans la hiérarchie des administrations présidentielles américaines, notamment sous Reagan, en créant le Project for a New American Century, le think tank néoconservateurs, ils ont acquis aujourd'hui, ils ont quasiment un proxy qui sont les États-Unis. Les États-Unis sont un proxy d'Israël aujourd'hui et c'est Israël qui tire les ficelles d'à peu près tout. Hein. Il tire les ficelles en Ukraine. Hein. Faut pas. On peut penser que c'est du complotisme de dire ça, mais quand on gratte un peu, là aussi, hein, en Ukraine, regardez. Qui dirige l'Ukraine aujourd'hui? Zelensky, bon, c'est un Sayan aussi, hein, un Sayan ou quelqu'un qui est très lié à Israël pour des raisons connues, hein, confessionnelles, on va dire. Mais il n'y a pas que Zelensky. Si Zelensky venait à être tué, le numéro 2, Stefanchuk, qui est le président de la Rada, il est également de la même communauté. Et puis le numéro 3. Numéro 3 qui, en temps de guerre, c'est le ministre de la Défense, c'est pareil. Hein, donc, et celui qui s'est fait virer, qui était ministre de la Défense avant, en était aussi. Ça veut dire que tous les postes clés aujourd'hui en Ukraine sont détenus par des gens liés à Israël, liés à un tel point que Zelensky a été promu numéro 1 au palmarès de l'influence du Jérusalem Post de l'année 2022. 1 sur 50. Devant bien sûr le Premier ministre israélien, mais devant aussi Elisabeth Borne, qui n'est que 3e, notre Première ministre, qui est elle aussi liée d'une manière ou d'une autre. Hein, c'est à sa manière aussi une saillane en France. Hein, elle aide et elle fait tout ce qu'elle peut pour aider Israël. Bon. Le numéro 7, c'est Blinken, ministre des Affaires étrangères américain, qui est numéro 7 au palmarès de l'influence du Jérusalem Post. Donc, on retrouve tous ces gens au poste clé et c'est eux qui dirigent le monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut dire que Netanyahou a une influence qui dépasse largement les frontières de son État. Hein. Aujourd'hui, tout le monde va se prosterner. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le nombre de visites qu'il a reçues depuis le 7 octobre. Tout le monde s'est précipité là-bas pour lui baiser les pieds. Hein, Madame van der Leyen, le président Biden, Blinken y a été peut-être 2 fois, etc., etc. Monsieur Macron y a été, Scholz y a été aussi. Enfin, tout le monde y a été. Hein, c'est dire que cet État d'Israël a une influence et un pouvoir qui dépasse un pouvoir de direction, on va dire, hein, qui dépasse largement ses frontières. C'est clair, hein, c'est net. Et c'est un pouvoir qui s'appuie en très grande partie sur les médias. C'est-à-dire, il y a une mainmise tellement... Il faut dire profonde, pour le coup, dans cette mainmise. Oui, voilà, oui. Et donc, tout est là, parce que
si on revient à Kennedy, qui a les moyens, comment se fait-il que les médias depuis 50 ans nous mentent? Comment ça se fait qu'il n'y a aucune enquête d'investigation sérieuse, que rien de sérieux, sauf effectivement depuis, on va dire, une vingtaine d'années, la piste en fait, depuis même le film de Oliver Stone, on va dire, la piste de la CIA qui est rentrée dans les grands médias. Mais bon, d'une manière générale, comment se fait-il que il y a une telle censure sur les crimes d'Israël d'une manière générale? C'est effectivement parce que les médias permettent de détruire en quelques jours n'importe quel homme politique. Alors il y a les médias, il y a la corruption, il y a l'argent, il y a le fait de s'arranger pour que toute personne élue ou toute personne en position importante soit quand même vulnérable à un chantage ou un autre, disons qu'on le tient d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, ça nous ramène un peu à Robert Kennedy, parce que Robert Kennedy, c'est un personnage que moi pour lequel j'ai eu beaucoup d'admiration. Enfin, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour son combat contre l'industrie pharmaceutique criminelle et son combat contre les vaccins, un combat qu'il a mené vraiment avec beaucoup d'intelligence et à fond, c'est-à-dire son livre va très loin dans sa condamnation de la médecine moderne. Mais là, on sent que il a fait le choix de comme tout le monde, de dire que le problème, que Israël a droit de se défendre après l'attaque du 7 octobre, etc. Et il en a fait plus que nécessaire. Hein. Il a fait des déclarations qui sont très décevantes pour beaucoup de gens parmi ces. Bon, mais on peut imaginer qu'il connaît. Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses. D'une part, je pense qu'il ne connaît pas suffisamment le dossier sur la mort de son père et de son oncle, bien qu'il connaisse suffisamment pour savoir que la thèse officielle est fausse dans les deux cas. Mais je pense pas qu'il ait creusé suffisamment la question ou alors s'il l'a creusé, en tout cas, il veut pas trop savoir. Mais en tout cas, il s'est rangé du côté d'Israël, très clairement, quoi. Ce qui est quand même assez décevant, surtout pour un avocat qui devrait au moins se préoccuper un peu du droit international. Bon, mais c'est pareil, la puissance des médias fait peur, hein, donc je pense qu'il a fait ce choix. Je pense que c'est un calcul politicien qu'il a fait, mais que ça n'empêche pas, si jamais un jour il est élu, à mon avis, on verra du changement. J'espère, oui. Entre ce qu'il a dit et les positions qu'il a avancées pro-Israël, je pense qu'il est au courant de beaucoup de choses et que, bon, je suis désolé, mais je suis obligé de vous quitter parce que j'ai un autre rendez-vous que j'avais indiqué. Merci, mon général. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et d'avoir pu dire un mot et rencontrer une fois de plus Laurent. Donc, à une prochaine. Merci, général. Ouais, à bientôt, mon général. Ouais. À bientôt. Laurent, un mot de la fin, après ceux que vous avez consacrés à l'héritier de Kennedy. Oui, moi, ce que j'aime finalement, ce qui me fascine dans l'histoire Kennedy, c'est le côté collectif, c'est-à-dire que les Kennedy, c'est un clan. Et ça veut dire d'une part que l'histoire de John Kennedy, en fait, c'est une histoire qui ne concerne pas que les années 60, parce que c'est l'histoire de son père qui était. Enfin, j'ai fini par comprendre, si vous voulez, qu'en fait, on peut pas vraiment comprendre John Kennedy si on comprend pas son père, et si on comprend pas qui était, la politique, la vision politique de son père, ce qu'il a essayé de faire pour éviter la Seconde Guerre mondiale. Il s'est engagé aux côtés de Neville Chamberlain, donc dans une politique d'apaisement. Il a soutenu contre l'avis de son président Roosevelt, il a soutenu la politique d'apaisement de Chamberlain. Et donc, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans cette histoire, parce que
malgré le fait qu'il s'est retrouvé en quelque sorte après la Seconde Guerre mondiale du mauvais côté. Il était vulnérable à des accusations d'avoir pactisé avec Hitler. On avait trouvé des documents compromettants dans les archives allemandes dans lequel il était dit, l'ambassadeur allemand de Londres avait fait un rapport très favorable à Joe Kennedy en disant qu'il comprend bien notre problème avec les Juifs, etc. Donc, malgré cela, Joe Kennedy a réussi non pas à survivre lui personnellement, mais au moins à faire survivre sa dynastie. Et donc, c'est très intéressant de voir aussi la philosophie politique de Kennedy, parce que je le répète, pour moi, Kennedy est un véritable génie politique. Il avait une philosophie qui lui est pas tombée du ciel en 1960. On voit son parcours dès 1950. En 1951, il visite le Vietnam, il a beaucoup voyagé, il avait une culture énorme au niveau de la politique mondiale. En 1957, sénateur, il fait déjà un discours en faveur de l'indépendance de l'Algérie, etc. Donc, il y a une continuité dans son parcours qui est très claire. Et finalement, d'une certaine manière, c'est un peu la même chose que son père, quoi. Et donc, ce qui est fascinant dans cette histoire des Kennedy, pour les Américains d'ailleurs en particulier, c'est que c'est l'histoire d'une dynastie. Et c'est l'histoire aussi d'une malédiction, puisque c'est un président qui meurt à la Maison-Blanche, son frère qui est en quelque sorte l'héritier et le justicier meurt au seuil de la Maison-Blanche en 1968. Et puis le fils de John Kennedy Jr., meurt dans un accident qui, à mon avis, n'en était pas un, en 1999, alors qu'il allait rentrer en politique. Et donc, dans un an d'ailleurs, enfin en juin ou juillet 2024, on fêtera les 25 ans de la mort de John Kennedy Jr. Et pour les Américains, ça a aussi été un choc et c'est quelque chose tous ces mystères accumulés les uns autour des autres, parce que il y a un mystère sur l'assassinat de John, il y a un mystère sur l'assassinat de Robert, il y a un mystère sur la mort du fils. Il y a quelque chose qui est extrêmement troublant. Et donc, d'un côté, aux États-Unis, il y a une sorte de déni officiel de non, il n'y a pas de mystère, tout est clair. D'un autre côté, vous avez aussi toute une littérature écrite par des écrivains juifs qui aiment bien faire véhiculer l'histoire que non, il y a une malédiction des Kennedy, la malédiction remontant au péché du père, c'est-à-dire à l'antisémitisme du père, comme s'il y avait se vengeait sur 3 générations. Il y a un livre fameux qui s'appelle Les péchés du père, qui est en fait une citation tirée d'Ézéchiel. Yahvé punit ses ennemis sur 3 générations. Donc là, effectivement, on a 3 générations qui sont mortes. Tout ça, si vous voulez, même si c'est dans le domaine du non-dit, c'est quelque chose qui a une telle puissance mythique qu'elle affecte profondément les États-Unis. Donc, vous voyez, pour moi, il y a des dimensions multiples, et il y a même une dimension, on va dire, mystique ou christique, puisque Kennedy a été assassiné par les mêmes que ceux qui ont fait crucifier Jésus, d'une certaine manière. Il y a un archétype christique qui est inscrit dans cette histoire. On pourrait souligner aussi que cet imaginaire du roi caché, du roi perdu, enfant ou adulte d'ailleurs, est profondément enraciné dans l'imaginaire européen, que ce soit de la Russie des faux Dimitri, les faux ou les vrais tsars Dimitri, les héritiers d'Ivan le Terrible, le roi Sébastien du Portugal, ou en France, l'enfant du Temple. Oui, Frédéric II pour les Allemands, enfin Barberousse. Et oui, c'est vrai, celui-là aussi. C'est vrai, il y a quelque chose qui résonne profondément avec on va dire l'imaginaire collectif ancestral, effectivement, qui est assez fascinant. Et d'une certaine manière, Kennedy est immortel. Vous voyez, il est mort, jeune, beau, en pleine gloire, et ça lui a donné un caractère d'immortalité. C'est ça qui me fait dire que, grâce au travail des historiens aussi, c'est une histoire qui ne mourra pas
Et étant donné aussi ces résonances avec ce qui se passe aujourd'hui, un jour, prochainement, on va commencer à s'apercevoir que ce que voulait Kennedy est un peu la même chose que ce que veut Poutine en ce moment, c'est-à-dire un monde multipolaire, un monde qui est centré sur l'ONU, sur le droit international. Kennedy était un grand défenseur des Nations Unies, puisqu'il voulait missionner les Nations Unies pour engager le désarmement et la fin de la guerre froide, etc., et puis la conquête de la Lune, etc., tout ça. C'était un grand défenseur des Nations Unies, ce qui est également Poutine, et ce qui est, à mon avis, une évidence, c'est-à-dire que le droit international, c'est ce qui nous sauvera, et c'est ce qui, au bout du compte, permettra de condamner Israël. Même si aujourd'hui les résolutions de l'ONU sont ignorées et ne sont pas appliquées, elles ont quand même le mérite d'exister. Et tout ça fait qu'il y a beaucoup de ressemblances avec ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui me donne aussi de l'espoir, enfin, c'est toujours le même problème, c'est qu'il y a un prix colossal qui est payé par les Palestiniens en ce moment, mais d'une certaine manière, cela rend évident aux yeux du monde la nature et l'âme même d'Israël. Et donc ça rend et donc l'histoire de Kennedy, voilà, ces deux choses s'éclairent mutuellement. Donc ça, je pense que l'histoire de Kennedy, si elle devient mieux connue, et je pense qu'elle est en train de le devenir. En tout cas, le film qu'on a réalisé avec ERTV là est en train de, tout d'un coup, là, depuis quelques semaines, se met à tourner dans sa version américaine. Il est relayé par des comptes Twitter influents. Et c'est forcément lié, si vous voulez, au fait que les gens sont plus réceptifs maintenant à comprendre. Tout d'un coup, ils s'aperçoivent de ce qu'est Israël. Israël est un menteur systématique, invente des histoires, n'a aucune inhibition, aucune limite à ce qu'ils sont prêts à faire pour leur nation, parce qu'ils sont le peuple élu, tout leur est dû, et ils sont persuadés que le monde entier les déteste, mais que eux, ils ont tous les droits. Si vous voulez, tout ça devient tellement frappant que on est plus ouvert maintenant à revoir en arrière et redécouvrir ce profil criminel d'Israël qui en fait est pas nouveau et commence dans les années 30, dans les années 1930 et 1960, si vous voulez, avec aussi tout maintenant le sujet, si vous voulez, de ce conflit intense entre Kennedy et Ben Gourion sur l'arme nucléaire d'Israël et rentrer presque dans la littérature grand public. Et d'ailleurs, j'ajouterais une chose aussi, c'est que ce que je suis en train de dire là, enfin, on va dire que la possibilité qu'Israël soit responsable de l'assassinat de Kennedy est aujourd'hui assez bien connue en Israël. Même si elle ne se dit pas totalement ouvertement, quand on lit, quand on suit quand on voit de temps en temps apparaître des articles sur Haaretz, par exemple, on arrive assez bien à comprendre qu'il y a beaucoup de Juifs instruits qui ont bien compris, si vous voulez, et qui, pour beaucoup d'ailleurs, ne voient pas de problème. Si quelqu'un se met en travers de la route d'Israël, il doit être assassiné. C'est une sorte de principe admis très largement par beaucoup d'Israéliens aujourd'hui. Donc, je ne serais pas étonné si un jour cette piste d'Israël sort au grand jour dans un journal israélien. Je pense que si cette vérité sort un jour, ça sortira d'abord dans la presse israélienne. Enfin, on n'a pas le temps là, mais enfin, il y a beaucoup d'indices qui montrent qu'il y a des gens qui l'ont bien compris depuis très longtemps. Matière à une prochaine émission, alors, Laurent, peut-être. OK. Ou à des articles. Merci en tout cas de nous avoir partagé vos réflexions et vos travaux. C'est sur ces paroles donc de ce dévoilement que nous allons nous quitter. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Si cette émission vous a plu, n'oubliez pas de contribuer au financement associatif. C'était Paul Verbeek à l'antenne de RFM. À bientôt. Merci Paul, au revoir. Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine?